Salut tout le monde, re-bienvenue à On Joue-tu. Vous le savez, la fin de l'année approche, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous allez voir plein de listes top 10 jeux de l'année. Puis moi, je suis en train de commencer à réfléchir à la mienne. Et puis ça m'a fait repenser à ma liste de l'année passée que j'avais fait, donc les top 10 jeux de 2020. Puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant de revisiter cette liste-là parce qu'en une année, il y a beaucoup de choses qui ont le temps de changer. Il y a des jeux que j'ai découverts, des jeux de 2020 que je n'avais pas pu tester l'année passée. Puis il y a des jeux que finalement étaient sur cette liste-là que j'ai vendus qui ne sont plus dans ma ludothèque. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire, un petit remix de ma liste, donc top 10 2020, mais en 2021. Donc pour tous ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu ma vidéo top 10 jeux de 2020, d'ailleurs je vous invite à aller la revoir parce que je l'ai re-regardée ce matin. Puis franchement, c'est une de mes vidéos préférées que j'ai fait. Il y a 2-3 gags que j'avais oubliés dans cette vidéo-là, surtout celle quand je suis en train de parler de l'île des chats, puis qu'il y a mon chat qui tourne autour de moi puis tout. Ça avait été complètement improvisé, il était juste sauté sur la table, puis je me suis dit mon Dieu, le timing est parfait, donc j'avais un peu fait comme s'il n'était pas là. En la re-regardant ce matin, ça m'a bien fait rire. Donc si vous l'avez jamais vu, vous pouvez vite mettre cette vidéo-là sur pause, allez vite regarder celle-ci, comme ça vous allez être à jour. Et puis sinon, c'est pas grave, je vais vous la mettre à l'écran. Donc voici mes top 10 jeux de 2020 selon Mathieu il y a presque une année maintenant. Comme vous allez voir sur cette nouvelle liste, il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont plus sur cette liste-là. Il y a des jeux qui ont été rajoutés, puis il y en a qui n'ont pas bougé du tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous voulez faire partie de notre groupe Patreon pour nous soutenir, eh bien, il y a toutes les informations ici à quelque part. Là. Cliquez à quelque part et puis vous allez pouvoir aider à soutenir la chaîne. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Hein. On est une belle gang sur notre groupe Discord où on parle de jeux, où on est même en train de s'organiser des week-ends de jeux. Donc si ça vous intéresse, ben, comme j'ai dit, clique somewhere. Sans plus tarder, je vous fais maintenant ma liste top 10 revisitée, remixée, et puis à la fin, on les mettra un à côté de l'autre, puis on comparera qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Et donc, en 10e position, on a l'île des chats qui était 6e dans ma liste de l'année dernière. Donc, il a reculé pas mal. Cette fois-ci, j'ai fermé la porte pour être sûr que mon chat ne vienne pas me déranger. J'avoue que j'ai pas rejoué beaucoup à l'île des chats. J'ai rien contre ce jeu, mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui m'attire souvent à le sortir sur la table. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de mise en place pour quelque chose que... Au final, Patchwork fait peut-être mieux le côté placement des tuiles. J'avoue que le côté drafting des cartes, c'est pas quelque chose que j'adore dans ce jeu-là. Je trouve pas que ça amène beaucoup au jeu. Et puis d'ailleurs, c'est aussi un jeu que j'ai commencé à réfléchir à peut-être le vendre parce que la boîte est énorme. Je sais pas si vous voyez la largeur de la boîte. C'est vraiment une grosse boîte. Donc peut-être que l'année prochaine, il sera plus dans ma ludothèque. En 9e position, on a le jeu Shaman. Donc Shaman n'était pas dans ma liste l'année dernière parce que c'est un jeu que j'ai découvert cette année. Mais par contre, j'avais fait une vidéo sur Shaman et j'avais dit dans cette vidéo-là que pour moi, ça faisait un peu les mêmes choses que The Crew, mais que je le trouvais mieux que The Crew. Donc The Crew est parti de ma liste de l'année dernière. The Crew est en 5e position. Il est parti et puis je l'ai remplacé par Shaman que j'ai mis en 9e position. Je sais que c'est sûrement pas une opinion populaire étant donné que tout le monde adore The Crew. Moi, j'ai pas eu des expériences incroyables à ce jeu. D'ailleurs, je pense que je l'ai préféré sur Board Game Arena qu'en personne. Après, je suis d'accord, c'est peut-être juste mon groupe d'amis qui est juste pas capable de se taire, mais on n'arrive pas à vraiment faire un tour où personne parle, où personne dit non, il faut pas que tu joues cette carte-là. En plus de ça, j'adore la direction artistique de Shaman. Je trouve que les dessins sont vraiment, vraiment beaux. Donc, ça m'attire beaucoup plus à vouloir le sortir avec des gens que The Crew. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez la direction artistique, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais faite avec l'illustratrice de Shaman, Maud Chalmel. On a fait une petite interview où je lui ai posé des questions par rapport à la conception de jeu. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Alors, les 3 prochains jeux, c'est des jeux qui n'étaient pas du tout sur ma liste l'année dernière. Et puis après ça, le top 5, c'est bien sûr des jeux qui étaient déjà sur ma liste. En 8e position, on a le jeu Codex Naturalis. Donc Codex Naturalis qui est en 8e position, il n'était pas sur ma liste de l'année dernière parce que je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas dans ma collection. C'est un jeu qui est tellement simple dans son exécution, c'est vraiment un jeu où on va prendre des cartes, on va les placer d'une certaine façon sur notre aire de jeu et puis selon les formes qu'on réussit à faire, on va faire des petits points bonus et puis on a des ressources aussi qu'il ne faut pas recouvrir parce que si on le recouvre, on ne pourra pas acheter une autre carte. Donc bref,
C'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu qui est magnifique, le design, il tape à l'œil. Aussitôt que quelqu'un voit ce jeu, il se dit « C'est quoi ça? Est-ce que je peux faire une partie de ça? » Donc, Codex Naturalis, c'est un tout petit jeu parfait à prendre en vacances. La seule chose que j'aime pas de ce jeu, puis je sais que c'est vraiment personnel, c'est les petites boîtes en métal. Je déteste les jeux dans des boîtes en métal. Je trouve ça pas beau, puis j'aime pas le bruit que ça fait. Je sais pas, je trouve que ça fait cheap. Mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le jeu. Donc voilà. En 7e position, on a The Rajas of the Ganges, The Dice Charmers. Donc, The Dice Charmers, c'est la version roll and write du jeu qui porte le même nom, Rajas of the Ganges. Il y a beaucoup d'éléments qui se ressemblent entre les deux jeux, donc si vous avez déjà joué à un, vous allez bien reconnaître l'autre. D'ailleurs, moi, j'ai d'abord commencé avec The Dice Charmers avant de passer au jeu de plateau. Et puis, encore une fois, la chose que je préfère de ce jeu, c'est la façon de faire des points. Donc, on a deux pistes qui ont un peu nos ressources de points différentes, c'est-à-dire qu'il y a une façon, on va faire des points de gloire, puis de l'autre, on va faire des points avec l'argent. Donc, on a deux pistes qui font le tour du plateau de jeu, puis celui qui va gagner, c'est le premier joueur qui réussit à faire croiser les deux marqueurs. Donc, c'est pas nécessairement parce que tu as énormément d'argent que tu vas gagner, il faut vraiment que tu équilibres tes points de victoire. Si vous aimez les roll and write, j'en parlais justement avec un ami l'autre jour, c'est vraiment, on dirait qu'à chaque année, les roll and write deviennent de mieux en mieux, même les flip and write. Je pense que vous allez en voir beaucoup sur les listes de 2021. À chaque année, j'ai l'impression que ça s'améliore. Et puis, Rajas of the Ganges fait un peu partie de cette nouvelle vague de roll and write. C'est assez complexe dans nos décisions et tout. Il y a un petit côté d'interaction parce que le dé qu'on va prendre, on va l'interdire aux autres joueurs. Je vous invite à le tester, encore une fois, si vous êtes fan de ce genre de jeu. En 6e position, on a encore une fois un nouveau jeu. C'est Tawantinsuyu. Donc, malgré le nom, ce n'est pas un jeu de Daniel Tacchini, c'est un jeu de David Turczi qui est sorti à la toute fin de l'année dernière. Je devais d'ailleurs le recevoir avant de faire ma liste top 10 l'année dernière, mais il y a eu des retards et puis bref, je l'ai eu fin du mois de janvier. Donc, j'en ai fait une vidéo et tout. Et puis, c'est un jeu que j'ai pas pu jouer énormément, mais je le trouve tellement bon. C'est dommage parce que la direction artistique est presque un peu fade. Quand on voit le plateau de jeu sorti, c'est pas nécessairement quelque chose de très attrayant. C'est aussi, ça a l'air très, très difficile, très complexe comme jeu parce que quand on voit tous les symboles sur le plateau, c'est peut-être un peu intimidant. Mais dans les faits, c'est un jeu qu'une fois qu'on comprend comment jouer, c'est tellement plaisant comme mécanique. On a l'impression de vraiment être en contrôle de ce qu'on fait. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans ce jeu-là. C'est un jeu qui fait beaucoup réfléchir. Souvent, j'ai un peu ce dilemme de me dire est-ce que je préfère Tawantinsuyu ou Tekken-Yu? Et puis, bon, je sais pas, pour le moment, j'ai fait beaucoup plus de parties de Tekken-Yu, mais c'est un peu le même genre de jeu, un de ces gros jeux complexes. Donc, si vous êtes comme moi, puis vous êtes aussi fan de tous ces jeux de civilisation perdue, très complexes, comme Teotihuacan, Tekken-Yu, Tawantinsuyu, franchement, c'est un excellent jeu qui, s'il était plus beau et plus attrayant, serait plus haut sur cette liste. Donc, en parlant de Tekken-Yu, on le retrouve au numéro 5 de ma liste revisitée. Il était 3e l'année dernière quand j'avais fait mon top 10 de l'année. Il est tout juste passé devant Tawantinsuyu, mais c'est vraiment parce que je le trouve beaucoup plus attrayant sur une table et puis je suis plus attiré à refaire une partie avec ce jeu-là. C'est un jeu qui reste assez complexe. À chaque fois que je fais des parties de Tekken-Yu, j'ai toujours la tête plongée dans le livre des règles. Il y a toujours quelque chose que j'oublie. Je pense vraiment que j'en fais pas assez. Il faudrait que j'en fasse comme une par mois pour pas oublier les règles. Mais c'est un jeu qui est quand même très très compliqué. Puis je me trouve vraiment pas bon à ce jeu. Mais j'avoue que j'ai plus de facilité à sortir ce jeu-là. Il y a un côté très stratégique, très profond de ce jeu-là. Je pense que avant de pouvoir dire qu'on a fait le tour de Tekken-Yu, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une extension qui s'en vient. Je ne sais pas qui va s'acheter cette extension parce que si moi c'est pour complexifier le jeu, non merci. Je sais que j'ai vu sur Internet qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'obélisque justement. Ils trouvent que ça sert à rien cette grosse chose puis qu'il y a plein de gens qui l'enlèvent pour jouer. Moi franchement, je trouve que si on enlève ça, ça enlève une grosse partie du jeu parce que je trouve ça tellement cool le fait de tourner cet obélisque-là pour justement faire tourner le plateau. Moi ça me dérange pas de faire comme ça pour voir des dés. Je suis pas si compliqué que ça. En 4e position, toujours à la même place que l'année dernière, j'ai gardé le bon vieux Parks. La seule raison qu'il n'a pas reculé sur cette liste cette année, c'est que vraiment, avec l'extension, c'est tellement un bon jeu. Puis je trouve ça dommage parce que si seulement il y avait les éléments de l'extension dans le jeu de base, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui auraient accroché sur Parks.
Je dis pas que c'est pas un jeu qui a pas fait le buzz, non, tout le monde l'a acheté parce qu'il est tellement beau. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu qui est beaucoup plus beau qu'il est bon. Je suis pas entièrement en désaccord avec ça, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez l'extension dedans, il devient beaucoup plus complexe. Puis je trouve ça dommage parce que je déteste dire à mes auditeurs qu'il faut acheter une extension. Parce que selon moi, c'est pas juste de dire il faut acheter une extension pour que le jeu soit bon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé à quelque part. Mais clairement, l'extension Nightfall de Parks, ça règle le problème des cartes Annie que je trouve qui sont inutiles dans le jeu de base. Donc, si vous l'avez le jeu Parks et puis vous vous posez la question, est-ce que je devrais acheter l'extension Nightfall? Allez-y, foncez, surtout si c'est un jeu que vous jouez beaucoup. Puis au pire, même si vous n'aimez pas l'extension, ça vous donne quand même 20 cartes de plus que vous pouvez regarder puis faire « Wow! » Donc voilà, pour moi, Parks, c'est le jeu dans ma ludothèque que je garde justement pour des gens qui sont pas trop gamers, qui aiment les jeux de société, puis qui sont un peu intrigués par le potentiel qu'il peut y avoir. Tu sors Parks, de un, ils vont être mystifiés par la beauté du jeu, puis en plus de ça, il y a un petit côté stratégique qui est assez plaisant et puis facile à comprendre. En troisième position, qui a reculé d'une toute petite place, on a Cosmopolite, qui était donc deuxième dans ma liste de l'année dernière. Comme beaucoup de jeux que j'ai mentionnés depuis le début de la vidéo, des jeux que j'ai pas rejoués depuis l'année dernière, Cosmopolite c'en est aussi un. Par contre, quand j'ai re-regardé ma vidéo de l'année dernière où je parlais de mes top 10 jeux, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de parties que j'ai fait de Cosmopolite avec des amis, mais tellement des bons moments. Puis je me suis dit, je ne peux pas le mettre hors de mon top 3, c'est impossible. C'est un jeu que j'adore. Dans ma ludothèque, dans les jeux qui se jouent à plusieurs, c'est de loin dans mon top 3. Je trouve qu'il y a vraiment un côté ambiance à ce jeu où si on a vraiment, il faut avoir le bon groupe, je l'avoue. Mais si vous avez le bon groupe, franchement, tu passes tellement un bon moment où tu te crées après puis tu te dis mais cette commande-là, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est franchement un de mes jeux préférés en groupe. Par contre, je maintiens ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Je pense que vous n'allez pas faire 40 parties de ce jeu-là avec le même groupe. Je pense qu'après 5-6 parties, il va falloir le sortir avec un autre groupe et toujours le faire redécouvrir à d'autres personnes. Donc ça, il faut le garder en tête si vous pensez vous procurer Cosmopolite. Mais comme je l'ai dit, si vous cherchez des bons jeux d'ambiance de groupe, Cosmopolite, il n'y a pas mieux. Donc la plus grosse surprise sur cette liste, donc un jeu qui était 9e sur ma liste l'année dernière, qui a fait un gros saut en deuxième position, c'est Trek 12. Malheureusement, je n'ai pas la boîte avec moi parce que je l'ai vendu. Pas... Attention, si je le mets en deuxième position, c'est pas parce qu'il est pas bon. Je l'ai vendu parce que je viens de m'acheter Trek 12 Amazonie, donc la suite, qui je l'ai juste testé une fois pour le moment. Donc peut-être qu'il se retrouvera sur la liste de 2021. Mais Trek 12, c'est un jeu qui a fait ma liste de justesse l'année dernière parce que j'avais fait une ou deux parties. Et puis ça, c'était avant que je le découvre sur Board Game Arena. Et puis depuis, j'ai fait 840 parties en ligne. Donc comme vous pouvez voir, c'est bel et bien vrai. 840 parties avec un pourcentage de victoire de 81%. C'est rare que je me vante sur mes talents dans un jeu, mais je suis quand même assez fort à Trek 12. Donc ça explique pourquoi il est deuxième sur cette liste. C'est un de mes jeux préférés en roll and write. C'est surtout un jeu qui se prête bien, je trouve, au modèle de Board Game Arena parce que ça, moi, je fais 40 minutes de bus par jour quand je vais au travail. Donc, c'est sûr que je fais 2-3 parties de Trek 12 dans le bus, puis ça passe crème. Il y avait dans la boîte donc originale, il y avait 3 différentes montagnes, en plus d'avoir des secrets. Donc, il y avait 3 différentes cartes, en plus d'avoir des petits secrets, des enveloppes qu'on ouvrait. C'est un peu un genre de mode Legacy. Et puis, la boîte d'Amazonie semble vouloir proposer la même chose, même en plus gros, parce qu'on n'a qu'une carte dans la boîte de base, si je vous montre vite. Et puis, en plus de ça, on a 2 enveloppes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au fond de la boîte, on a un gros coffre ici que je ne peux pas ouvrir encore. J'imagine qu'éventuellement, on va me dire, maintenant, tu peux aller dans le gros coffre. Donc voilà, ils ont rendu le jeu encore plus Legacy. Puis ça, j'ai bien hâte de le voir. Comme j'ai dit, peut-être qu'il va se retrouver sur ma liste de l'année prochaine. Mais pas de l'année prochaine, mais de genre dans un mois, quoi. Et donc, en première position, sans l'ombre d'un doute,
Nidavellir, qui n'a pas bougé, qui est resté numéro 1 l'année dernière, selon moi le meilleur jeu de 2020 et un de mes jeux préférés dans ma collection. Quand j'avais fait ma vidéo l'année dernière, je n'avais pas encore testé l'extension Thingvellir. Je l'ai l'extension, je l'adore. Le jeu est parfait avec ou sans extension. J'ai même précommandé le trésor royal, donc ça veut dire qu'on va avoir des pièces avec des jetons de poker. Vous n'avez pas du tout besoin de ça, mais si vous êtes cinglé comme moi, donc voilà, Nidavellir qui est aussi un jeu que j'ai fait énormément en ligne. J'ai même déjà été 3e sur Board Game Arena. Donc encore une fois, je me vante parce que j'ai le droit, ok? Ça aide mes insécurités. Et si vous aussi, vous voulez vous vanter parce que vous êtes bon à Nidavellir, ça fait beaucoup de V, ça quand même, vous vanter, Vellir. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne où je vous donne 5 conseils pour vous améliorer à Nidavellir. Donc voilà, c'est tout pour mon top 10 remix de l'année 2020. Je vous montre les deux listes ici, côte à côte, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Comme vous pouvez voir, il y a 3 jeux qui sont partis de cette liste. Donc il y avait Dino Oblivion en 10e position. Celui-là, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai vu qu'il était un peu disqualifié parce que ce jeu-là est sorti en 2019. Donc techniquement, je n'avais même pas le droit de le mettre sur ma liste de l'année dernière. Shotten Totten 2, qui est un jeu que j'ai complètement oublié. Et puis Rallyman GT que j'ai vendu parce que je préfère Flamme Rouge. Puis je me dis ça sert pas à grand chose d'avoir 3 jeux de course. Donc voilà les 3 jeux qui sont partis. J'ai trouvé ça assez intéressant comme exercice à faire. Puis je pense franchement que c'est quelque chose que je vais répéter dans le futur parce que je trouve que c'est intéressant de pas juste lancer des jeux puis de dire regardez comme c'est bon des nouveautés, mais aussi de se dire qu'est-ce qui reste puis qu'est-ce qui reste pas. Donc c'est tout pour moi cette semaine. Je vais vite aller retourner, commencer à réfléchir à ma liste de 2021. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de